Pour tester le... Bonjour à tous et bienvenue à ma soutenance de thèse. Avant de commencer, je tiens à remercier le président du jury, les membres du jury pour leur présence, ainsi que les directeurs de thèse pour leur accompagnement et leur soutien de cette doctorat. Donc, cette thèse exploite les données récoltées dès 2012 dans le cadre de mon activité de recherche dans le bureau d'études Aquabio. Je suis responsable du pôle recherche et développement à Aquabio et je termine ma validation des acquis et l'expérience au sein du laboratoire Aquabio de Rennes. Je vais vous présenter les travaux effectués durant ma thèse qui portent sur les facteurs environnementaux déterminants des communautés d'invertébrés et de macrophytes des petits plans d'eau profonds de France continentale. Tout d'abord, je vais définir ce que c'est qu'un petit plan d'eau peu profond. C'est un plan d'eau au métabolisme différent des lacs profonds, notamment parce que la lumière peut atteindre le fond. En général, son latitude, c'est en dessous de 7 mètres. Comme la lumière atteint le fond en général, ça va permettre aux macrophytes de se développer sur la majeure partie du fond, comme on peut voir sur cette photo. Il n'y a pas de stratification durable, soit parce que la lumière atteint le fond, soit, quand ce n'est pas le cas, parce que le vent a tendance à remanier la masse d'eau de manière plus ou moins irrégulière. Cela crée une forte variabilité temporelle, à la fois sous l'effet de la lumière et du vent. Donc, les facteurs environnementaux, notamment la chimie de l'eau, peut évoluer de manière très importante, soit en quelques heures, en quelques jours. Donc, ce sont des milieux qui sont peu étudiés. La plupart des systèmes aquatiques sont suivis de manière rigoureuse dans le cadre de la directive cadre sur l'eau. Et en général, la directive cadre a tendance à négliger les plans d'eau qui font moins de 50 hectares, ce qui fait qu'on a moins de 0,01% des plans d'eau de moins de 50 hectares qui sont suivis en France. La plupart des travaux sur les petits plans d'eau sont relativement récents, ils datent du début du XXIe siècle, alors que ce sont les écosystèmes stagnants les plus nombreux en France. Comme on peut le constater ici, ils font presque 100% des plans d'eau présents en France. Et en plus, ils font plus de la moitié de la superficie d'eau stagnante, 54,7%. Donc, ces plans d'eau peuvent être d'origine artificielle ou naturelle. Donc, ça peut être des gravières, des bassins urbains, des mares abreuvoirs, des plans d'eau de retenue qui peuvent être d'origine naturelle ou artificielle, des lagunes d'origine glaciaire, des mares de montagne, ou encore des zones humides alluviales, et encore beaucoup d'autres types. Ce sont des milieux à fort enjeu. Donc, l'équipe de Williams a étudié la diversité par site en rouge, la diversité régionale en bleu et la diversité caractéristique, c'est-à-dire des espèces que l'on trouve que dans ces milieux en vert, dans les canaux, les marais étangs, les rivières et les ruisseaux. Ils ont constaté que la diversité par site était plutôt faible dans les marais étangs, mais était très importante au niveau régional. Et surtout, elle abrite une grande diversité caractéristique, bien plus que tous les autres écosystèmes de douce réunis. Ils apportent également de nombreux services écosystémiques, des services d'approvisionnement, comme les réserves en eau, des services de régulation, comme le stockage de carbone, ou encore des services de culture, comme de nombreux loisirs et usages, et des services de soutien, comme l'alimentation. Donc, la biodiversité et les services écosystémiques de ces milieux sont menacés ou altérés, notamment par le changement climatique, l'eutrophisation ou l'introduction d'espèces. Au XXe siècle, entre 50 et 90% des petits plans d'eau en Europe ont disparu. Et depuis une trentaine d'années, on observe une tendance un peu inverse, avec la création de nombreux plans d'eau artificiels, plus 38% en France, alors que ces plans d'eau apporteraient moins de diversité que les plans d'eau naturels. En plus de ça, les plans d'eau subissent de nombreux conflits d'usage et d'enjeux, avec des effacements, des restaurations ou des modes de gestion, sans méthode d'évaluation biologique rigoureuse, tout simplement parce qu'il n'existe pas de protocole publié aujourd'hui qui permet d'évaluer ces écosystèmes. Ces petits plans d'eau abritent une faune et une flore diversifiée, des macrophytes, du phytoplancton, du périphyton, du zooplancton, d'autres micro-organismes,
des macro-invertébrés, des amphibiens, des poissons et d'autres vertébrés semi-aquatiques. J'ai choisi les macrophytes et les invertébrés car ils sont ubiquits, c'est-à-dire qu'on va les trouver dans tous les petits plans d'eau profonds. Ils sont diversifiés, ce qui permet d'avoir un petit peu une idée du fonctionnement de ces écosystèmes. Ils intègrent la forte variabilité spatio-temporelle des petits plans d'eau, ce qui est moins le cas des micro-organismes qui ont des cycles de vie plus courts. Et ce sont des compartiments clés du fonctionnement des petits plans d'eau. Les macrophytes sont des végétaux visibles à l'œil nu. Ils ont une forte affinité à l'eau. En fait, on n'étudie que les plantes qu'on retrouve en dessous de la marge de plus haute eau, donc la ligne rouge qui est ici. Donc, ça peut être des spermaphytes, c'est-à-dire des plantes à fleurs ou à graines, des ptéridophytes, c'est-à-dire des prêles ou des fougères, des bryophytes, comme ce qu'on appelle vulgairement des mousses, et des caracées, qui sont des algues complexes. Tous ces macrophytes tendent à se répartir dans le plan d'eau en fonction de la profondeur. Donc, les macrophytes sont des producteurs primaires, ce sont les producteurs primaires essentiels dans les petits plans d'eau peu profonds, puisque comme ils peuvent coloniser la quasi-totalité du plan d'eau, ce sont les producteurs primaires qui vont dominer. Ce sont aussi un habitat et une ressource pour les micro-organismes, les invertébrés et les vertébrés. Comme on peut le constater sur ce dessin, les macrophytes ont une certaine complexité physique qui leur permet en fait de servir d'habitat pour de nombreuses espèces, plus ou moins grosses, des poissons, des invertébrés, ou des micro-organismes, animaux ou végétaux. Pour ces raisons, et pour d'autres, les macrophytes sont au centre de boucles de rétroaction qui assurent le bon fonctionnement de l'écosystème. Par exemple, les macrophytes, en tant que producteurs primaires, vont consommer des nutriments, ce qui va limiter le développement du phytoplancton, limitant ainsi la turbidité et favorisant le développement des macrophytes. Ou encore, les macrophytes vont physiquement limiter l'effet des vagues et donc limiter la mise en suspension des sédiments et donc limiter la turbidité, ce qui va permettre de favoriser le développement des macrophytes. Les macrophytes occupent donc un rôle majeur dans les cycles biogéochimiques. Les macroinvertébrés, quant à eux, sont des invertébrés visibles à l'œil nu, en général plus d'1 millimètre. Ce sont des insectes, des crustacés, des mollusques, donc des bivalves ou des gastéropodes, des vers et d'autres invertébrés un petit peu plus discrets. Donc, certains insectes ne sont aquatiques qu'à l'état larvaire, c'est le cas des libellules, et d'autres vont être aquatiques à l'état larvaire et adulte, comme certains coléoptères. Les macroinvertébrés occupent la quasi-totalité des niches trophiques des petits plans d'eau grâce à de nombreux régimes alimentaires. Ce sont notamment des top prédateurs en l'absence de poissons. Et les insectes sont des exportateurs en quantité très importante de matière et d'énergie, puisqu'en passant au stade adulte ou en migrant d'un site à l'autre, ils vont exporter de très grandes quantités de matière. Donc, la combinaison de ces caractéristiques fait qu'ils contribuent très fortement à la résilience de ces écosystèmes. Les communautés de macrophytes et d'invertébrés sont le résultat de facteurs environnementaux qui vont jouer le rôle de filtre à plusieurs échelles, qui vont se combiner pour sélectionner les espèces et conditionner leurs abondances. Par exemple, ici, Phalacroceara replicata, c'est une larve de diptère en adulte ressemble vaguement à un ticule, est une espèce dite psychrosténotherme de milieu acide, c'est-à-dire qu'elle ne se développe vraiment que dans les milieux frais. Donc, on va la trouver plutôt à des altitudes élevées. Et comme elle n'aime que les milieux acides, on ne va la trouver que sur des géologies siliceuses. Menetus dilatatus a une amplitude écologique beaucoup plus large, plus tolérante. Et comme c'est un gastéropode, elle a besoin de calcium pour sa coquille. Donc, on peut la trouver un petit peu partout. Mais on la trouvera en forte abondance dans les milieux calcaires. Donc, ces facteurs environnementaux, comme je disais, agissent à plusieurs échelles. À l'échelle de l'écorégion, on va avoir le climat et l'altitude. À l'échelle du bassin versant, on va avoir la géologie qui va influencer la chimie des eaux et du sédiment et la connectivité. Cette connectivité peut être une connectivité entre plans d'eau, mais également avec d'autres écosystèmes aquatiques, comme les cours d'eau. À l'échelle locale, on a d'autres facteurs comme la morphologie, l'hydropériode ou encore des facteurs biotiques. Dans les petits plans d'eau, les facteurs biotiques ont une importance très forte sur l'ensemble des communautés.
en particulier les macrophytes. Donc, dans cet exemple-ci, il est couramment admis que les plans d'eau ont deux états, enfin les plans d'eau peu profonds, un état clair dominé par les macrophytes et un état turbide dominé par le phytoplancton. L'équipe de LIT a réalisé une méta-analyse pour compter le nombre d'études où on pouvait constater que les états clairs étaient plus diversifiés en bleu, ou l'état turbide plus diversifié en orange, ou encore pas de différence. Et on constate que les états clairs abritent beaucoup plus d'oiseaux, de poissons, d'invertébrés, de zooplancton, de macrophytes que les autres, que l'état turbide. Pour le phytoplancton et pour les bactéries, c'est un petit peu moins vite. En plus de ça, les facteurs environnementaux agissent également différemment dans le temps, de manière dynamique dans le temps, et à toutes les échelles. Donc, par exemple, un état clair peut devenir un état turbide, enfin un plan d'un état clair peut basculer en état turbide sous l'effet de différentes perturbations d'origine naturelle ou anthropique. Donc, l'eutrophisation, le changement climatique, des vents trop forts, comme une tempête par exemple, des poissons, des espèces animales exotiques, ou encore une gestion inadaptée. L'influence de ces facteurs varie également selon l'échelle. Donc, il est admis en général que les facteurs large échelle ont plus d'influence que les facteurs de petite échelle. Donc, le climat et l'altitude doivent avoir plus d'influence sur les communautés que la morphologie ou l'hydropériode. Aussi, l'hydropériode dépend aussi du climat. Donc, c'est ce que l'on peut vérifier d'ailleurs pour la typologie des plans d'eau DCE, donc les grands lacs profonds ou non, où on constate que les communautés sont résultat finalement d'une combinaison entre la géologie, l'altitude et le climat, avec des plans d'eau méditerranéens, des plans d'eau de plaines siliceux, de piémont siliceux, ou encore des plans d'eau calcaire de piémont ou de plaines. Les influences de ces facteurs sur les communautés peuvent aussi être réciproques, c'est-à-dire que, par exemple, la morphologie peut influencer les macrophytes, mais les macrophytes peuvent aussi influencer la morphologie. Donc, chaque facteur peut avoir une influence différente sur la composition, sur la structure, la richesse ou encore l'intérêt patrimonial. Donc, par exemple, sur deux plans d'eau situés dans le même contexte, avec les mêmes habitats, vases et végétation, mais dans un cas, on va avoir plus de vases et dans l'autre, on va avoir plus de végétation, eh bien, on peut s'attendre à avoir les mêmes richesses, ici on a 3 taxons, ici aussi, les mêmes espèces, mais une structure différente. Ici, on va avoir plus d'azèles qui ont une forte affinité aux vases, et ici, on va avoir plus de ditiques qui ont une forte affinité aux macrophytes. Donc, la structure n'est pas la même. Les objectifs de cette thèse sont d'abord de tester des protocoles d'échantillonnage adaptés aux petits plans d'eau peu profonds, donc de 1 mètre carré à au moins 1 hectare, et si possible, jusqu'à 50. Le deuxième objectif, c'est d'établir une typologie des communautés de macrophytes et d'invertébrés. Le troisième, d'identifier comment les facteurs environnementaux agissent sur ces communautés. Et aujourd'hui, on se concentrera principalement sur les richesses taxonomiques et sur la rareté ou la spécialisation des communautés qui vont, d'une certaine manière, synthétiser l'intérêt patrimonial de ces communautés. Le contexte français pour répondre à ces questions est idéal, puisqu'on a 4 régions climatiques, alpin, atlantique, continental et méditerranéen, une large gamme d'altitudes, entre 0 et 4800 cm, et des conditions géologiques variées, calcaires, mixtes, siliceux. On a une grande diversité de situations avec des amplitudes importantes, ce qui permettra normalement de bien distinguer l'influence de chaque facteur. Passons maintenant au premier objectif qui est de définir de nouveaux protocoles d'échantillonnage. Aujourd'hui, on a 2 approches principales pour suivre un plan d'eau. On a des méthodes qui appliquent une logique de conservation plutôt pour les petits milieux. Ce sont des méthodes qualitatives. On va s'intéresser, en gros, l'objectif c'est d'échantillonner, d'appliquer une forte pression d'échantillonnage pour pouvoir récupérer les espèces, notamment rares. Et on ne s'intéresse pas aux abondances en général, on s'intéresse uniquement finalement à la composition éventuellement, et surtout à la richesse des communautés présentes. Alors que dans les grands milieux, en général, on a plutôt une logique d'évaluation de l'intégrité biologique. On va tendance à fortement sous-échantillonner, puisque ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'avoir une image globale. Les espèces rares, souvent, on met un petit peu de hasard dedans, et
Et pour le coup, on s'intéresse par contre souvent aux quantités d'espèces qu'on trouve. L'objectif, ce n'est pas forcément d'avoir une image très juste de ce qui s'y passe, mais une image considérée comme représentative qu'on va pouvoir suivre dans le temps. On a donc des protocoles qui ne sont pas... on a un trou dans la raquette, entre 6 et 50 hectares, et on n'a pas vraiment de protocole. Et en plus, les protocoles ne sont pas compatibles, donc on ne peut pas vraiment tuiler entre les philosophies. Donc, notre premier objectif est donc de proposer de nouveaux protocoles qui vont être conçus à la fois pour développer des indicateurs d'intégrité biologique, mais aussi de conservation, puisque c'est bien une spécificité des petits plans d'eau peu profonds, c'est qu'il y a des enjeux de conservation, on n'est pas forcément, enfin, en tout cas moins, sur des grands milieux. Pour construire ces protocoles, j'ai comparé plusieurs méthodes d'échantillonnage. J'ai sélectionné une méthode qui est représentative, qui permet de donner une image globale du plan d'eau, la plus exhaustive possible pour prendre en compte l'aspect conservatoire. Une méthode adaptable, parce qu'entre quelques mètres carrés et plusieurs dizaines d'hectares, ça demande une très forte adaptabilité. Et des protocoles reproductibles et rapides. Donc, à partir de ces sélections, j'ai développé deux protocoles, le protocole S3M pour les macrophytes et le protocole S3I pour les invertébrés. Donc, ce sont des méthodes qui sont robustes et rapides, ce qui m'a permis de récolter derrière un gros jeu de données. Le protocole S3M pour les macrophytes est dérivé de deux protocoles. Le volet macrophyte du protocole PSIM, qui est un protocole britannique, c'est une stratégie d'inventaire. En fait, on relève toutes les espèces qui sont présentes le jour de l'échantillonnage. Malheureusement, ce protocole ne prend pas en compte le recouvrement des espèces. Donc, pour prendre en compte le recouvrement, j'ai utilisé les classes de recouvrement de l'IBML, qui est l'indice macrophyte lacustre français pour les grands plans. Ensuite, j'ai comparé ce protocole à deux autres protocoles. Un protocole stratifié, donc ici sur le graphique qui sera en rouge, et donc avec une pression d'échantillonnage qui est équivalente ou supérieure au protocole IBM qui est utilisé en Suisse pour suivre les petits plans d'eau. Et un inventaire dit cartographié, c'est-à-dire que j'ai fait un inventaire et j'ai reporté sur une carte tous les aires. Donc, en comparant ces trois protocoles, donc ici l'inventaire cartographié sera 1,6, eh bien, j'ai constaté que l'efficacité des trois protocoles était comparable, sauf que le S3M est plus efficace que le protocole stratifié pour estimer le recouvrement et repérer les espèces rares et exotiques. Donc ici, on voit bien qu'on a une richesse systématiquement plus élevée dans le protocole S3M. Et ça a des impacts sur les décisions de gestion, car si on regarde l'indice de rareté ici, on constate qu'on a de grosses différences entre les deux indices, enfin entre les deux protocoles, ce qui peut conduire à des erreurs de gestion puisque les enjeux sont mal identifiés. Et enfin, le S3M est plus rapide. Le protocole invertébré, S3I, est dérivé de deux protocoles, lui aussi. Donc, le protocole PSIM, en fait, le volet invertébré du protocole PSIM, on va échantillonner tous les mésohabitats présents. Par contre, ce protocole laisse à la discrétion des opérateurs la définition des mésohabitats. Donc, ça pose quelques problèmes de reproductivité. Donc, je me suis inspiré des mésohabitats d'IBM pour définir de nouveaux mésohabitats. J'ai comparé ce protocole à deux protocoles. Un protocole qui respecte la stratégie d'échantillonnage IBM, mais pas avec le même matériel, et un protocole dit intensif, qui correspond en fait à une plus forte pression d'échantillonnage encore que le protocole IBM. Donc, ce que l'on constate, c'est que les trois protocoles ont une efficacité comparable, sauf que le protocole S3I a une efficacité supérieure à la stratégie IBM pour évaluer la structure de la communauté. C'est le schéma ici. En rouge, la stratégie IBM et en bleu, la stratégie S3I. On voit qu'ici, on a notamment un point qui sort complètement du graphique. C'est lié en fait, au fait que l'IBM exclut certains habitats comme la base, qui apportent peu d'informations en termes de biodiversité, et qui par contre peuvent représenter une grande superficie et donc un point de vue fonctionnel, notamment à avoir une forte importance. Donc, le protocole S3I est plus efficace que la stratégie IBM, avec beaucoup moins d'échantillons. Donc, à partir de ces protocoles, j'ai pu récolter une certaine quantité de données, donc près de 300 plans d'eau, dans le cadre de mon activité professionnelle à Aquabio. Dans ce jeu de données, on a entre 40 et 50% de sites de référence, donc ça dépend du niveau d'exigence qu'on se fixe pour définir ce
ce que c'est qu'une référence. Une référence, on va dire que ce sont les milieux les moins impactés possibles par les activités anthropiques. Les données physico-chimiques sont absentes sur une partie des sites, parce que pour une raison économique, j'ai dû réaliser un sous-échantillonnage représentatif dans le sud-ouest de la France, parce que j'avais beaucoup de sites dans le sud-ouest. Et donc, pour pouvoir répondre aux questions, j'ai traité mon jeu de données en deux parties. D'une part, tout le jeu de données mais sans la chimie, et d'autre part, un sous-jeu de données de référence avec la chimie. En plus de ces données biologiques, j'ai récolté un certain nombre de données environnementales, notamment des données physico-chimiques, réalisées en hiver. Dans certains cas, j'ai dû un petit peu casser la glace et faire des raquettes. Des données morphologiques, comme la superficie ou l'état des berges. Plus tard, quand je parlerai d'état des berges, en fait, c'est par rapport à la verticalité des berges, donc ça va être le degré de verticalité des berges, et, ou alors le pourcentage de berges instables. Des données biologiques, comme la présence de poissons ou d'écrevisses exotiques, et des données géographiques, comme l'altitude, le climat, ou encore la distance à la source. Maintenant, je vais faire un petit focus sur la distance à la source, car c'est un critère qui est souvent utilisé en cours d'eau, mais qui n'a jamais été utilisé en plan d'eau. Dans cette étude, la distance à la source est de 0 lorsque le plan d'eau n'est pas présent sur le limageur d'un cours d'eau. Quand il est situé en travers d'un cours d'eau ou sur le lit majeur, la distance à la source correspond à la distance la plus aval du plan d'eau jusqu'à la source. Donc, pourquoi j'ai pris en compte la distance à la source? Parce que cette distance à la source nous permet de prendre en compte la connectivité des plans d'eau avec le réseau hydrographique de manière assez grossière, certes, mais ça va nous apporter beaucoup d'informations. D'une part, ça va nous permettre de prendre en compte le transport d'espèces par les cours d'eau. Si, par exemple, le plan d'eau qui est en travers ici, on peut supposer que toutes les espèces qui sont présentes plus en amont sont susceptibles de se retrouver dans le plan d'eau. Donc, ces apports ils peuvent être constants, donc ça va être le cas de ces fameux plans d'eau en travers. Ils peuvent être cycliques, comme chez ce plan d'eau qui n'est pas connecté directement au cours d'eau. Malgré des événements hydrologiques, il peut y avoir des espèces qui peuvent arriver au moins par l'eau. Ils peuvent être aussi anciens, ça va être le cas de plans d'eau qui sont situés sur d'anciennes vallées alluviales, donc elles ne sont plus connectées depuis longtemps, mais finalement, ils ont récolté un certain héritage biologique. Donc, plus le bassin versant est grand, plus la chance d'être colonisé par des espèces est importante, parce que si le plan d'eau est situé en aval, on peut récolter toutes les espèces potentiellement situées sur une lignée. La distance à la source prend également en compte le continuum fluvial. Les espèces dans un cours d'eau, que ce soit animal ou végétal, se répartissent le long d'un gradient amont-aval d'un cours d'eau. Par exemple, en amont, en général, il n'y a pas de poissons. Donc, si le plan d'eau est connecté très en amont, il aura moins de chances d'être colonisé par des poissons. S'il est un petit peu plus en aval, il aura plus de chances d'être colonisé par des truites. Et s'il est très en aval, il y aura de fortes chances d'être colonisé par des carpes. Donc, un plan d'eau connecté en aval devrait pouvoir avoir des espèces différentes d'un plan d'eau connecté en amont. La distance à la source elle prend également en compte l'influence de la taille du bassin versant sur la chimie des eaux. Maybeck et Elmer, en 1989, ont étudié l'influence de la taille du bassin versant sur la composition chimique des eaux des cours d'eau non dégradés. J'insiste sur non dégradés. Donc, il a constaté que dans les bassins versants siliceux, la concentration en éléments minéraux qui est naturellement faible a tendance à augmenter avec la taille du bassin versant. Alors que dans les bassins versants calcaires, où la concentration en éléments minéraux est naturellement importante, la taille du bassin versant a tendance à diminuer cette concentration. Par contre, quelle que soit la nature géologique du bassin versant, la taille du bassin versant va avoir tendance à augmenter la concentration en nutriments. Donc, on peut s'attendre à ce que la taille du bassin versant influence la chimie des eaux du plan d'eau, en tout cas quand il est connecté, avec notamment des plans d'eau avec des fortes distances à la source qui seraient plus eutrophes. Notre deuxième objectif, maintenant, c'est d'identifier les typologies de communautés d'invertébrés et de macrophytes. Chez les macrophytes, on a identifié 4 types de communautés. Calcaires, mixtes, légèrement acides et acides. Et donc, ces communautés-là
sont le résultat d'une combinaison principalement d'une composition chimique de minéralisation de pH, qui est caractéristique de la géologie, et de la distance à la source. En général, on a vraiment deux grands types géologiques, calcaire, siliceux, et quelques rares types mixtes qui sont difficiles à identifier d'un point de vue géologique. Mais en fait, ce qui explique principalement les types mixtes et légèrement acides, c'est la distance à la source. Car en fait, on constate que, eh bien, plus la distance à la source va augmenter quand on a une géologie acide, et plus on va avoir tendance à avoir des communautés de type légèrement acide jusqu'à des communautés de type mixte. On observe le même motif de l'autre côté du gradient, avec des plans d'eau calcaire qui, eux, passent directement en type mixte. Et si on regarde les communautés qui sont présentes dans tous ces types, on peut observer qu'aux deux extrémités, donc acide calcaire, on a des communautés principalement sténoès, donc assez exigeantes et spécialisées. Et dans les milieux mixtes, on a plutôt des espèces ERIS, donc large amplitude écologique. Chez les invertébrés, on va avoir deux grands types. D'abord, un type tourbeux ou paratourbeux, que l'on va trouver dans les géologies siliceuses ou dans certains cas des géologies un peu complexes, mais dans des altitudes élevées. Ou alors un autre type de calcaire ou alcalin de plaine. Donc, ce sont des milieux qu'on trouve en géologie calcaire ou à des distances à la source élevées. Les types tourbeux ou paratourbeux se distinguent ensuite en quatre types. Deux types de plaines qui sont principalement issus finalement visiblement de l'effet des poissons, un avec poisson et l'autre sans poisson, un type de colline et un type de montagne, donc forcément en lien avec l'altitude. Notre troisième objectif est d'identifier comment les facteurs environnementaux agissent sur les communautés. Tout d'abord, comment ces facteurs influencent la richesse taxonomique. La superficie est un facteur déterminant pour la richesse taxonomique, tant pour les invertébrés que pour les macrophytes. Donc, si on regarde sur le graphique, on observe une forte corrélation entre la richesse floristique et la superficie, principalement en situation de référence. On peut observer aussi une certaine corrélation avec tout le jeu de données. Donc, c'est une relation R-espèce classique. Plus le plan d'eau est grand, plus il va y avoir de place pour les espèces, et plus le plan d'eau va avoir de chances d'être colonisé. Cette relation est valable pour les invertébrés, même si elle est un petit peu plus faible. L'altitude est un autre facteur déterminant pour la richesse taxonomique. Donc, on constate qu'il y a peu d'effets en dessous de 1000 mètres pour les macrophytes et pour les invertébrés, et qu'au-delà de 1000 mètres, on a des contraintes environnementales qui deviennent suffisamment fortes pour créer une très nette régression chez les macrophytes et une plus faible régression de la richesse taxonomique chez les invertébrés. La géologie, par le biais du pH, a également une influence sur la richesse taxonomique. Et on observe, que ce soit pour les macrophytes ou pour les invertébrés, un optimum compris entre un pH de 5 et de 6,4. Par contre, cette influence n'est pas la même chez les macrophytes et les invertébrés. Le pH a plus d'influence sur les invertébrés que sur les macrophytes. La distance à la source a également une importance très forte sur les richesses taxonomiques. On observe une augmentation sur les 6 premiers kilomètres, entre 0 et 6 km. Donc, c'est probablement lié à des apports d'espèces du cours d'eau, et possiblement aussi à une eutrophisation qu'on peut qualifier d'intermédiaire. Les milieux siliceux et calcaires sont naturellement oligotrophes, et le fait qu'ils soient connectés à un cours d'eau peut avoir tendance à augmenter le niveau trophique. Donc, le milieu est plus productif et les espèces ont plus de facilité pour s'installer. On observe ensuite une diminution ou une stabilisation suivie d'une diminution pour les invertébrés. Donc, cette diminution peut être liée à une homogénéisation des communautés, notamment par le biais d'espèces exotiques qui pourraient arriver par les cours d'eau, même de poissons, qui peuvent aussi influencer les richesses. Ça peut aussi être lié à une eutrophisation trop forte, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, plus la distance à la source est élevée, plus on peut s'attendre que le milieu soit. Donc, si on fait la synthèse, flèche verte, ça veut dire que ça monte, flèche rouge, que ça descend. Donc, on observe des tendances équivalentes, que ce soit pour les invertébrés ou pour les macrophytes. Mais par contre, les facteurs n'ont pas nécessairement la même influence, puisque la géologie a plus d'influence sur les invertébrés que sur les macrophytes,
alors que la distance à la source a plus d'influence sur les macrophytes que sur les invertébrés. Il existe également des facteurs locaux qui vont influencer la richesse taxonomique. C'est notamment l'état des berges. Donc, sur ce schéma, si on remplace cette jolie berge douce par une berge qui est très verticale, on peut s'attendre à ce que la majorité de ce cortège-là disparaisse. Donc, naturellement, les macrophytes sont moins diversifiés lorsque l'état des berges est mauvais. Chez les invertébrés, on n'observe pas de tendance, en tout cas pas avec une analyse statistique, mais c'est lié en particulier au fait que lorsque j'ai traité les invertébrés. Et si on regarde le recouvrement de la végétation littorale en pourcentage, donc c'est le recouvrement de la végétation littorale à des profondeurs inférieures à 20 cm, donc typiquement c'est un habitat qui n'existe pas, parce que les berges sont verticales, eh bien, on constate une très forte influence de ce recouvrement sur la richesse en invertébrés, avec un optimum compris entre 8% et 60% de recouvrement. Le recouvrement global de la végétation, la diversité des mésohabitats et la richesse en mésohabitats ont aussi une influence sur la richesse taxonomique invertébrée. Cette influence est quand même moins importante que celui de la végétation littorale. Les macrophytes ont donc une importance fondamentale pour la diversité des invertébrés. La végétation, de manière générale, est un habitat préférentiel des invertébrés, comme je vous avais montré tout à l'heure sur le petit schéma. Ce sont des milieux qui sont assez complexes par rapport aux pierres, au sable, aux graviers, et donc ils accueillent une faune beaucoup plus diversifiée. Et la végétation littorale est un refuge essentiel. Tout 1 centimètre, c'est moins accessible aux poissons, c'est souvent des végétations qui sont très denses. Donc les invertébrés peuvent s'y réfugier. Et en plus, on y trouve des espèces qui sont caractéristiques de l'interface terre-eau, par exemple ce petit hydrophilidé en bas. Les poissons ont également un impact sur la richesse taxonomique, des macrophytes uniquement, pas des invertébrés. Donc c'est lié probablement finalement à la dispersion des propagules qui est facilitée par la présence de poissons, soit directement par l'ictiochorie, comme cette carpe, qui va disperser certaines graines, ou encore indirectement par la présence de pêcheurs, s'il y a des poissons, souvent il y a des pêcheurs, ou d'autres vertébrés piscivores. C'est une tendance globale, il faut faire attention, puisqu'il peut y avoir des communautés de poissons qui peuvent défavoriser finalement ou diminuer cette richesse floristique, notamment si vous avez plein de carpes dans un plan d'eau, le plan d'eau sera plus turbide et il y a des chances que cette richesse floristique diminue. Les écrevisses exotiques ont également une influence sur les richesses taxonomiques, à la fois des invertébrés, mais aussi des macrophytes. Donc, ici, je vous ai mis une photo de plan d'eau avec une prolifération d'écrevisses de Louisiane. On peut voir assez facilement qu'il n'y a pas une seule plante dans l'eau. C'est parce que l'écrevisse de Louisiane a tendance à détruire la végétation et à la consommer. Et elle consomme aussi les invertébrés, qui ont la double peine, puisque non seulement ils sont mangés, mais en plus ils n'ont plus d'habitat. Ce qui peut expliquer pourquoi il y a une importance plus forte des écrevisses exotiques sur les invertébrés que sur les macrophytes. Donc là encore, c'est une tendance globale. Dans mon jeu de données, j'ai beaucoup de plans d'eau avec des écrevisses de Louisiane, mais beaucoup moins avec d'autres écrevisses. Il y a d'autres écrevisses qui n'ont pas du tout le même comportement que l'écrevisse de Louisiane, on peut s'attendre à ce que les impacts ne soient pas les mêmes. Si on fait la synthèse des facteurs locaux qui influencent la richesse, on peut constater déjà que l'influence de ces facteurs n'est pas la même selon si ce sont des macrophytes ou si ce sont des invertébrés. L'état des berges a une influence, en tout cas les berges en mauvais état influencent négativement la richesse en macrophytes, et influencent aussi négativement, mais indirectement, la richesse en invertébrés. Les poissons ont tendance à augmenter la richesse floristique, et les écrevisses exotiques ont tendance à diminuer à la fois la richesse floristique et la richesse en invertébrés, et principalement la richesse en invertébrés. Maintenant, on va passer aux facteurs qui influencent la vulnérabilité ou la spécialisation des communautés. Ce n'est pas parce qu'un milieu est riche que les espèces qui s'y trouvent sont intéressantes. Et donc, pour savoir si ces espèces sont intéressantes, on a calculé 2 indices. Un indice dit SRI, qui correspond en fait à la valeur moyenne de vulnérabilité d'après la liste rouge nationale de la communauté macrophyte, et la richesse en taxon epsilon pour les invertébrés. C'est un groupe fonctionnel que l'on trouve principalement dans les petits plans d'eau. Ce sont des espèces qui sont prédatrices et nageuses, comme les deux taxons qui sont présentés ici.
Et donc, l'idée, c'est qu'à partir de ces deux métriques, on va pouvoir mesurer d'une certaine manière la valeur patrimoniale des communautés en place. Chez les macrophytes, en comparant avec ce qu'on avait observé précédemment, on constate que l'attitude, si elle diminue la richesse en macrophytes, elle a tendance à augmenter l'intérêt patrimonial des macrophytes. Les poissons qui augmentaient la richesse taxonomique, en fait, a tendance à homogénéiser les communautés de macrophytes. La distanciation de l'influence était assez complexe, homogénéise également la communauté de macrophytes. Et la superficie, plus le plan d'eau va être grand, plus il va être riche, et plus on va trouver d'espèces vulnérables. Chez les invertébrés, la végétation littorale va augmenter la spécialisation des communautés, mais également la spécialisation des communautés. L'attitude, comme chez les macrophytes, va diminuer la richesse taxonomique, mais par contre va augmenter la spécialisation des communautés. Chez les poissons, on n'avait pas observé de tendance sur la richesse taxonomique, mais on constate qu'en fait, la présence de poissons banalise très fortement, homogénise très fortement les communautés d'invertébrés. Chez les écrevisses de Louisiane, on constate, les écrevisses exotiques, on constate une régression de la richesse, mais également de la spécialisation des communautés. Et la superficie, comme chez les macrophytes, eh bien, on observe une augmentation de la richesse taxonomique et une augmentation de la spécialisation des communautés. Donc, quelles sont les implications de ce résultat pour la gestion des petits plans d'eau? D'une part, on a un contexte géographique qui va déterminer la composition des communautés, uniquement la géologie et la distance à la source pour les macrophytes. Les 4 types qu'on avait identifiés chez les macrophytes vont être agrégés d'une certaine manière en 2 grands types, tourbeux, paratourbeux et calcaires et mixtes chez les macrophytes. Et on va également avoir une influence plus forte de l'altitude chez les invertébrés, avec des sous-types liés à l'altitude. Et enfin, un impact majeur des poissons dans les plans d'eau pleine, pas dans les plans d'eau de colline de montagne, en tout cas pas visible d'un point de vue statistique. Donc, il y a plusieurs causes possibles, et notamment le fait que j'ai très peu de plans d'eau non empoisonnés en altitude. C'était très compliqué de trouver. Il est donc indispensable de prendre en compte le contexte géographique si on veut gérer convenablement les plans d'eau à l'échelle nationale ou régionale, avec comme objectif un objectif de base qui devrait être de conserver les plans d'eau de référence pour chaque type. En particulier les plans d'eau de calcaire de référence. Là aussi, énormément de difficultés pour en trouver. Voilà, aujourd'hui, le gros des moyens sont quand même mis, à ma connaissance en tout cas, sur les tourbeux. Je pense que ce serait bien de mettre un petit peu plus de moyens sur les plans d'eau calcaires. Il conviendrait également d'éviter d'empoisonner les petits plans d'eau naturellement à piscicole, puisque ces poissons provoquent une homogénéisation biotique des macrophytes et des invertébrés, et en particulier les invertébrés, puisqu'on a carrément 2 types de communautés différentes en présence de poissons. Il faut aussi prêter attention à la connectivité entre écosystèmes aquatiques, puisque j'ai montré que la connectivité avec un réseau hydrographique comportait un risque d'homogénéisation biotique, par le biais de l'eutrophisation, l'arrivée d'espèces exotiques, présence de poissons, etc. Toutefois, ce qu'on constate en général, c'est qu'en tête de bassin, on a souvent des milieux à fort intérêt patrimonial, et puis en aval, on a souvent des milieux qui sont dominés par des espèces communes, parfois proliférantes. Donc, typiquement, ce genre de résultat peut être utile pour les gestionnaires qui veulent effacer des ouvrages. Quand on est en aval, le gestionnaire peut déjà supposer que les enjeux sont quand même moins importants que quand c'est un plan d'eau qui est situé en aval. Il y a aussi quelques cas particuliers, c'est notamment les anciennes mares, enfin ce sont des mares anciennes, qui sont situées dans des anciennes vallées alluviales. Donc, elles ont des distances à la source qui sont très importantes. Les communautés de macrophytes ne sont pas très intéressantes. Par contre, elles abritent des populations relictuelles d'invertébrés de plans d'eau calcaire de plaine. La zone littorale en pente douce est aussi à privilégier, puisqu'elle permet d'accueillir des macrophytes diversifiés en abondance, et par effet rebond, entre guillemets, d'accueillir aussi des invertébrés diversifiés. Si on a au moins 8% de la superficie à moins de 20 cm de profondeur qui est colonisée par les végétaux, on est à peu près assuré d'avoir une communauté diversifiée d'invertébrés. Au-delà de 60%, on peut éventuellement envisager un recreusement, mais uniquement pour les invertébrés. S'il y a d'autres enjeux, voilà, il faut rester prudent.
De manière générale, toutes ces conclusions sont quand même à prendre avec précaution, mais c'est valable aussi lorsqu'on, par exemple, on utilise un indice d'intégrité biologique. Il faut faire attention à ne pas homogénéiser les réseaux de plan d'eau, puisqu'il y a des espèces qui sont très intéressantes dans le patrimonial, mais qui peuvent se développer dans des milieux, on va dire, pas très ragoûtants. Donc, c'est le cas, par exemple, des répèces, qui a été capturé ici, dans une arabre argileuse, presque dépourvue de végétation littorale. C'est son habitat type. C'est une espèce qui n'aime pas les plans d'eau végétalisés. Ou encore les retenues marnantes, qui peuvent être souvent empoisonnées et eutrophes, mais favorables à des communautés pionnières souvent protégées, qui se développent au niveau de la zone de marnage, comme la littorale. En conclusion, la composition des communautés est principalement liée à une combinaison de la géologie, de la distance à la source et de l'altitude. Les richesses taxonomiques sont favorisées par la présence de poissons, au moins pour les macrophytes, et par des superficies plus importantes, et défavorisées par des berges en mauvais état, l'altitude, et les écrevisses exotiques. L'influence de la distance à la source de la géologie est plus complexe. L'intérêt patrimonial des communautés est meilleur dans les plans d'eau d'altitude et dans les grands plans d'eau, et plus faible lorsque les berges sont altérées, qu'il y a des poissons, des écrevisses exotiques ou une distance à la source. Les perspectives, elles sont nombreuses. Donc, cette thèse m'a permis de faire le tri dans déjà d'innombrables résultats et d'aborder mes données sous un nouvel angle. J'espère notamment m'intéresser à l'influence des réseaux de plans d'eau. Il est couramment admis que plus le réseau de plans d'eau est dense et plus les milieux sont diversifiés et résilients. Sauf que comme j'ai montré que quand le plan d'eau était connecté à un cours d'eau, il y avait des risques exotiques notamment assez importants. Peut-être qu'aujourd'hui, dans un contexte où on a de plus en plus d'espèces exotiques, les choses ne sont plus aussi simples que ça. J'aimerais bien me pencher sur cette question. Il faut également que je publie l'indice multimétrique, Donc, j'ai déjà développé un indice multimétrique avant cette thèse, et puis j'ai un petit peu modifié en parallèle de cette thèse. Donc, dans le cadre de ces travaux-là, j'avais développé des protocoles, identifié une typologie de communautés et des valeurs de référence des métriques que j'avais sélectionnées selon les standards de la bioindication multimétrique. J'avais donc un indice actuel, mon indice qui est régionalisé. Donc, au cours de cette thèse, j'ai validé les protocoles, j'ai validé la typologie avec d'autres méthodes statistiques, etc. Et en fait, j'espère, plutôt que de publier bêtement mon indice déjà développé, j'espère l'améliorer encore un petit peu, notamment parce que je me suis rendu compte que la régionalisation avait tendance à caricaturer certains facteurs environnementaux, notamment l'altitude. J'espère avoir quelque chose d'encore plus performant à l'avenir. Et pourquoi pas envisager ensuite une généralisation à l'Europe ou dans les DOM, puisque je pars en avril en Guadeloupe, où je vais un petit peu découvrir comment les petits plans d'eau en contexte insulaire fonctionnent. Je remercie les financeurs de tous ces travaux, donc Acadéo principalement, l'ADEME dans le cadre des IPM et biodiversité, la Fédération départementale de pêche de Gironde, qui a participé dans le cadre du développement d'indicateurs potentiels frayeurs rocheux, qui est plus ou moins en cours, et le pôle de compétitivité DREAM, qui nous a aidé à récupérer quelques financements. Je remercie également tous les gestionnaires qui nous ont conseillé des sites et qui nous ont autorisé à les échantillonner. Toute l'équipe d'Aquabio qui a participé directement ou indirectement, qui a participé notamment à la récolte de données chimiques et aussi au traitement laboratoire de quelques échantillons invertébrés. Et je remercie tout spécialement Nicolas, Joyce et David, qui sont les 3 stagiaires qui m'ont accompagné pendant les 3 grosses campagnes d'échantillonnage invertébrés et macrophytes. Enfin, je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour toutes les questions que vous aurez posées.